Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h13, merci d'être avec nous. L'information est tombée il y a quelques instants à son arrivée à Vilnius, capitale de la Lituanie, où vient de s'ouvrir le sommet de l'OTAN. Emmanuel Macron a annoncé que la France allait livrer des missiles longue portée Scalp à l'Ukraine. Alors on a essayé de savoir tout de suite quelle est la nature, ce que sont ces missiles Scalp. Eh bien, pour avoir toutes les informations nécessaires, j'ai appelé Marc Chassillan, expert en armement. Marc Chassillan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, Marc Chassillan. Alors, Emmanuel Macron a annoncé au premier jour du sommet de l'OTAN que la France allait livrer des missiles longue portée Scalp à l'Ukraine. Longue portée, c'est-à-dire ? Alors le Scalp, c'est la version, enfin c'est la dénomination française du Storm Shadow britannique, qui a déjà été livré à l'Ukraine. D'ailleurs, ces missiles sont fabriqués exactement dans la même usine, dans le Loir-et-Cher en France. Donc il s'agit exactement, on parle exactement du même missile, Scalp ou Storm Shadow, c'est exactement la même chose. Et ce sont des missiles qui, dans les versions qui sont réservées aux forces françaises et britanniques, ont des portées. Alors c'est confidentiel généralement, mais c'est de l'ordre de 400 à 450 km. Et il existe une version qui porte un petit peu moins loin. C'est sans doute celle-là que la France va livrer dans une version un peu bridée. Donc on est en train de parler du même missile, dont on parle déjà depuis plusieurs semaines maintenant. Et en fait, ce qui pourrait être une interprétation, c'est qu'en fait la France prend le relais des Britanniques, parce qu'en fait les stocks ne sont pas inépuisables, et que probablement que les Britanniques sont arrivés sans doute au bout de ce qu'ils pouvaient faire, et la France en quelque sorte prend le relais dans cette dotation à l'Ukraine. Alors on ne sait pas combien, on ne sait pas si l'Ukraine a déjà utilisé ces missiles. Est-ce que vous le savez, Marc Chassillan ? Alors, c'est documenté, oui, on le sait. On sait que ces missiles Storm Shadow ont été montés sur des avions ukrainiens qu'on appelle les Sukhoi 24, qui sont des bombardiers. Et l'adaptation a été faite de manière assez rapide d'ailleurs. Et ils ont déjà été utilisés, ils ont déjà frappé des cibles sur le front russo-ukrainien. Ça, on le sait, absolument. Voilà, donc ce sont des missiles qui ont été utilisés, les Storm Shadow. On ne sait pas combien, on ne sait pas si les stocks ukrainiens sont épuisés. Ce qu'on sait, c'est que, comme vous le dites, Marc Chassillan, c'est la France qui va prendre le relais. Est-ce que la France possède beaucoup de ces missiles ? Alors, les dotations initiales, telles qu'on peut les lire dans les documents officiels de marché français, c'est que la France aurait acquis à l'origine environ 500 missiles qui sont en service à la fois dans l'armée de l'air et dans l'aéronaval, avec les Rafales qui sont sur le porte-avions Charles de Gaulle, et que ces missiles, on en a déjà tiré un certain nombre, puisque en Libye on en a fait usage, et ensuite on en a tiré aussi en Syrie lors de l'opération Hamilton. Donc il y a quelques missiles qui ont déjà été utilisés. Le stock restant, une partie a été modernisée, l'autre partie ne l'a donc pas été, et on peut imaginer que c'est cette partie non modernisée qui fait l'objet d'un transfert à l'Ukraine. Évidemment, toutes les informations concernant le nombre de missiles sont confidentielles pour des raisons absolument évidentes. C'est que personne n'a envie de donner aux Russes une information aussi capitale, mais de toute façon, c'est forcément plusieurs dizaines de missiles, sinon ça n'a aucun intérêt militaire. Ben évidemment. Alors Moscou promet une riposte. Moscou a immédiatement réagi. Est-ce que ces missiles sont détectables et vulnérables ? Alors c'est ce que l'on appelle des missiles de croisière furtifs, c'est-à-dire qu'ils se déplacent. Alors ils peuvent se déplacer à relativement basse altitude pour échapper au radar. Ça fait partie de ce qu'on appelle du profil de mission que l'on donne au missile, qui est sa trajectoire et son altitude et sa vitesse. Mais ce sont aussi des missiles qui ont une forme tout à fait particulière et qui sont fabriqués dans des matériaux tout à fait spéciaux pour, en quelque sorte, absorber les ondes radar et en réfléchir le moins possible, de sorte que ce qu'on appelle leur signature radar est assez faible. Donc ce sont des missiles qui sont assez difficilement détectables. Ils ne sont pas complètement indétectables, parce qu'il n'y a rien d'indétectable, mais ils sont difficilement détectables. Et guidés par GPS ?
Alors ils ont un guidage extrêmement sophistiqué qui est en fait un guidage triple. Vous avez un guidage GPS, mais ce guidage GPS, on sait bien sûr qu'il peut être brouillé. Oui. Donc auquel cas, le missile a ce qu'on appelle une centrale inertielle. Voilà, donc en fait c'est un gyroscope qui lui donne son cap et sa vitesse et qui lui permet de toucher la cible. Et en plus de ça, le missile a ce qu'on pourrait appeler un œil électronique infrarouge qui fait qu'avant de lancer le missile, on lui indique quelle est la nature de la cible qu'il va toucher. Il enregistre dans son cerveau électronique l'image de cette cible et quand son œil électronique voit la cible, eh bien il fonce dessus. Ah, d'accord, d'accord. Dites-moi, Marc Chassian, est-ce que les Russes possèdent le même type de missile ? Alors les Russes possèdent des missiles de croisière qu'on appelle les missiles Calibre, qui sont des missiles qui sont tirés par les bateaux de la marine russe. Et ils ont aussi des missiles de croisière qu'on appelle les Kh-22 qui sont tirés par les bombardiers Tupolev. Donc ce n'est pas tout à fait la même technologie, mais la mission que l'on peut donner à ces missiles est tout à fait semblable à ceux que l'on peut donner au Scalp ou au Storm Shadow. Ce sont des missiles de frappe, des missiles de croisière destinés à frapper des cibles de haute valeur. De leur côté, les États-Unis ont confirmé la fourniture d'armes à sous-munitions pour l'Ukraine. Qu'est-ce qu'une arme à sous-munitions? Expliquez-nous, Marc Chassian. Alors, en l'occurrence, là, ce dont on parle, ce sont des obus à sous-munitions. Donc, un obus à sous-munitions, ça ressemble à n'importe quel obus. Hein, donc, c'est une forme en ogive, là. Et c'est un obus cargo, c'est-à-dire qu'au lieu d'être rempli d'explosifs, oui. En fait, c'est comme une grosse boîte et on le remplit avec ce qu'on appelle des bombelettes. Donc les bombelettes, ce sont des petites munitions qui font une dizaine de centimètres de longueur sur 3-4 centimètres de diamètre. Et quand le missile survole la cible, à ce moment-là, il s'ouvre et il libère entre 40 et 60 petites bombelettes qui viennent tomber un peu comme la pluie. D'ailleurs, en 1991, lors de la guerre du Golfe, les Irakiens appelaient ces munitions la pluie noire. Donc, c'est pour indiquer un petit peu la nature de ce qu'est ce type de munitions. Et donc, ça fait tomber sur le terrain toutes ces bombelettes. Et ces bombelettes, elles ont un double effet, c'est que elles sont fabriquées dans un corps en acier préfragmenté, ce qui fait que quand elles explosent, elles projettent des éclats dans tous les sens et elles tuent les soldats. Mais à l'intérieur de ce tube que je viens de décrire, il y a aussi une charge perforante qui fait qu'en fait, quand cette bombelette tombe sur le toit d'un blindé, en fait, elle perce le toit du blindé. Cette charge perforante est capable de percer plusieurs centimètres d'acier. Donc c'est mortel à la fois pour les blindés et aussi pour les fantassins. Et c'est très difficile de se protéger vis-à-vis de ce type de munitions parce qu'en fait, si j'ose dire, il n'y a pas d'échappatoire. S'abriter face à ce genre de munitions est extrêmement difficile. Oui, j'imagine. Munitions qui sont décriées par des ONG et bannies même par de nombreux pays. Oui, alors depuis 2008, me semble-t-il, il y a une convention qu'on appelle la convention d'Oslo qui a été signée par plus d'une centaine de pays qui se sont interdits à la fois la fabrication et la commercialisation et l'usage de ce type de munitions. Pourquoi? Parce que certains modèles de sous-munitions ont ce qu'on appelle un taux de non-explosion. C'est-à-dire que vous semez ces bombelettes sur le terrain, mais il peut y avoir un certain pourcentage de ces bombelettes qui n'explosent pas. Et elles restent sur le terrain et elles polluent le terrain. Et évidemment, après la guerre, ou même pendant la guerre, de nombreuses personnes, y compris des civils, peuvent être très sévèrement blessés, voire être tués par ces munitions qui restent sur le terrain et qui, bien sûr, sont très petites, donc on les voit pas beaucoup, et en plus avec les saisons et la pluie, elles s'enterrent plus ou moins dans la boue ou le sable, ce qui fait qu'elles sont meurtrières des années après avoir été semées. Ah oui. Oui, d'où le danger. Est-ce que ces munitions ont été utilisées déjà sur le théâtre de guerre entre l'Ukraine et la Russie, par les Russes par exemple? Oui,
Alors, il se trouve que dans les pays non signataires de la Convention d'Oslo, il y a justement l'Ukraine et la Russie. Ah, les deux pays. Les deux pays, oui, absolument. Oui, alors il faut savoir qu'il y a aussi des pays de l'OTAN et des pays de l'Union européenne qui n'ont pas signé cette convention. Par exemple, France a signé. La France l'a signé, mais par exemple la Pologne, la Finlande, la Turquie ne l'ont pas signé. D'accord. Voilà, donc il faut le savoir. Donc on sait que, et là aussi c'est aussi documenté, qu'un certain nombre de munitions, alors du côté russe c'est plutôt des roquettes, hein. Les Russes tirent énormément de roquettes à sous-munitions, donc les Russes en ont fait l'usage, mais les Ukrainiens aussi, on le sait. Voilà. Donc ça a déjà été utilisé, ça n'a pas forcément été extrêmement médiatisé, mais ça a déjà été utilisé des deux côtés. Oui, ni les uns ni les autres n'ont médiatisé l'utilisation de ces munitions. Hein. On est bien d'accord, hein, Marc Chassillon. Oui, tout à fait. Parce que ça ne fait pas très bon effet, évidemment. Voilà. Alors c'est le grand c'est le grand paradoxe de ces sous-munitions. Donc si vous voulez d'un point de vue strictement technique et de manière un peu froide, hein, je vous prie de m'en excuser. Oui. Ce sont des munitions qui militairement ont une redoutable efficacité. Donc c'est pour ça que certains n'hésitent pas à les utiliser. Évidemment, ensuite les conséquences humanitaires que ces munitions peuvent avoir relèvent d'une autre dimension. Bien, Marc Chassillon, merci pour tout cela. Vous allez suivre évidemment de près ce qui va être annoncé à Vilnius. C'est un peu et sur le terrain militaire, quand même l'adhésion de la Suède. Quelle est sur le terrain purement militaire? Je parle même pas de géopolitique. Hein, sur le terrain purement militaire, quelle est l'importance de l'adhésion de la Suède à l'OTAN? Alors c'est une importance que l'on mesure quand on regarde tout simplement une carte de géographie. Oui. Quand on voit où se trouve la Suède et surtout quand on voit où se trouve l'île de Gotland. Hein, l'île de Gotland, c'est la fameuse île. Hein, qui est en mer Baltique. En mer Baltique, voilà. Donc en langage militaire, on appelle ça un porte-avions insubmersible. Oui. C'est-à-dire que celui qui possède et celui qui maîtrise effectivement cette île de Gotland maîtrise quasiment la moitié de la Baltique. Donc on imagine bien que l'embarras que ça peut causer du côté des ennemis de l'OTAN, que je ne vais pas citer, et on imagine bien tout l'intérêt pour l'OTAN de récupérer ces côtes suédoises, et en particulier cette île de Gotland. Donc je dirais que la géographie parle d'elle-même, en dehors du fait que les forces suédoises sont des forces très bien équipées et tout à fait capables. Donc c'est un appoint pour l'OTAN, évidemment. Bien, merci beaucoup Marc Chassillon. Merci pour vos lumières, encore une fois, de nous faire partager votre savoir. Nous avons besoin de cela. Toujours expliquer, toujours analyser avant de commenter, avant l'opinion. Les faits avant l'opinion. Il est 12h26, vous êtes sur Sud Radio. Merci, c'est l'heure de Philippe David. Sud Radio. Parlons.